OK, alors je vais commencer l'épisode. Bonsoir tout le monde, bienvenue au jeudi de la photographie, l'épisode du 1er avril. Voyons, 1er avril, oui, c'est ça. 1er Oui, avril ah ouais. 2021. Alors, je vous annonce ce soir que j'arrête de faire de la photo. Je ne veux plus rien savoir de la photographie. C'est complètement inutile. Les jeudis de la photographie, c'est tous les jeudis, tous les premiers jeudis de chaque mois où on va parler de divers sujets, puis on a un invité à chaque mois. Ça dure 1 heure. L'épisode est diffusé en direct sur la page Facebook, fait que ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous par Zoom, vous pouvez l'écouter par Facebook. Alors, n'hésitez pas à partager votre page là, si ça vous tente. Puis aussi, je voudrais avertir les participants que cette émission est enregistrée vidéo et qu'elle sera disponible plus tard sur YouTube pour ceux qui veulent voir l'épisode en différé. Aussi, quand vous êtes connectés, tous vos micros sont éteints, fait que je vais vous demander, s'il vous plaît, de garder vos micros éteints. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions dans le chat. Gaétan va se faire un plaisir là, de poser la question de notre invité. Mais de toute façon, en fin d'émission, on va avoir une période là, de questions et tout ça. Alors, je vais dire bonjour à mes fidèles collaborateurs. Salut Daniel. Salut François, ça va bien? Oui, passez une bonne semaine. Oui, excellente. Oui, excellent. Puis M. Gaétan, la vie est toujours belle? La vie est toujours belle. Oui. Gaétan et Daniel qui se joignent avec moi tous les jeudis, jeudis de la photographie pour qu'on puisse parler de notre sujet préféré. Avant de passer la parole à notre ami Daniel, je vais juste faire un petit message d'intérêt public. Daniel et moi, on organise un atelier de photo le 8 mai. C'est un atelier de photographie de rue qui dure une journée. Alors, si vous êtes intéressé, il y a le lien là, quelque part sur la page des Jeudis de la photographie ou vous pouvez aller sur mon site internet aminumérique.com où est-ce que les informations là, pour l'atelier que moi et Daniel, on va donner. Évidemment, on aime ça faire des ateliers, hein, Daniel? Oui, tout à fait. Oui, c'est quelque chose qui nous passionne pas mal l'enseignement. C'est quelque chose qui nous manque, hein, parce qu'avec la pandémie, là, on n'a pas vu grand monde. Puis, toi puis moi, on a donné des ateliers en ligne, mais c'est pas la même chose là, que c'est toi. pas la même chose. J'ai eu quand même la chance d'avoir quelques étudiants ou étudiantes en privé, mais c'est pas la même réalité, là, ouais. Ça, c'est certain. Alors, c'est vraiment différent, ça. Fait que, Daniel, de quoi tu vas nous parler ce soir, toi? Bien, c'est sûr, je vais avoir l'entrevue tout à l'heure avec Guy Glorieux, là, puis que je suis vraiment content de faire parce que le monde du sténopé, c'est un monde que je connais peu, que j'aimerais connaître davantage, que je connais peu dans les faits. Mais devant l'œuvre assez colossale de Guy, et colossale au sens de tout ce qu'il a fait, mais de la grandeur des œuvres aussi, on va le voir tout à l'heure. Ça l'intéresse, mais j'ai fait le choix de... J'ai regardé un peu les quelques livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et puis, je suis revenu sur un livre qui marque une part de l'histoire de la photographie au Québec, qui est celle de Gabár Szilasi. Gabár, qui est un photographe que j'ai toujours beaucoup apprécié, que j'ai eu la chance... S'il nous entend ce soir, il va dire « Wow, OK, ça ne me rajeunit pas, compte tenu que le gars qui dit ça, il a les cheveux blancs pas mal. » Mais j'ai eu la chance d'avoir comme professeur à l'Université Concordia à une époque. Et puis, qui est l'éloquence du quotidien. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est un livre qui nous permet de voir un peu tout un passage qu'il y a entre l'Europe de l'Est, dont il est origine, et puis le Québec également. Alors, avec... écoutez, c'est un... Je considère que c'est un ouvrage qui est extrêmement sensible et qui vaut la peine d'être regardé. Et souvent, ces images-là qui ont été faites dans les années, plusieurs images dans les années 70, je pense à tout ce qu'il a fait dans Charlevoix à l'époque, puis qui vient nous raconter un peu notre histoire, comme si pour Gabár, l'histoire était quelque chose d'extrêmement important. De toute façon,
c'est au centre de son œuvre quand on regarde tout ce qu'il a fait, quand on regarde tout le travail qu'il a fait sur la rue Sainte-Catherine. Il avait un désir de documenter ce qui se passait autour, de documenter l'environnement urbain et les gens qui y vivaient. Alors, je vous encourage à aller le voir. Encore une fois, vous allez me dire, vous allez avoir l'impression que je suis subventionné par la Bibliothèque d'Archives nationales du Québec, pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès aux livres. Mais sinon, ben, il y a possibilité encore de l'obtenir en commande en ligne. Alors, donc, L'éloquence du quotidien de Gabor Szilasi, c'est un livre que je considère exceptionnel. Puis vous savez très bien, tout le monde, tout l'intérêt que j'ai pour le livre photographique. Merci, François. Merci, Daniel. C'est toujours intéressant, là, les livres que tu nous montres. Puis effectivement, Bibliothèque nationale du Québec, c'est hallucinant le nombre de livres que tu as là-bas quand tu vas là. Moi, à chaque fois que j'y vais, là, je reviens avec une dizaine de livres. C'est vraiment un bel endroit là, pour aller chercher des livres. Monsieur Gaétan, comment va-t-il? Oui, monsieur. Ben, écoutez, on est le 1er avril, donc outre le fait que c'est le poisson d'avril aujourd'hui, on parle Stenopy et le mois d'avril, c'est un mois qui est très populaire pour ça. Pour la simple raison, c'est que c'est le mois où on retrouve la journée mondiale du Stenopy qui se trouve à être toujours le dernier dimanche du mois d'avril. Donc, c'est une journée dans laquelle on invite les gens à expérimenter avec la photographie au Stenopy. Il y a toutes sortes de ressources sur Internet qui vous parlent justement des différentes méthodes qu'on peut faire parce que le Stenopy, ce n'est pas juste la photographie sur pellicule ou sur papier photo. Le Stenopy peut se faire aussi avec un appareil photo numérique sans aucun problème. Donc, il n'y a aucune raison là, de ne pas en faire au moins une fois dans sa vie. Donc, que vous ayez un appareil photo argentique ou numérique, c'est tout à fait possible de faire de la photographie au Stenopy. Donc, le dernier jeudi du mois d'avril, c'est la journée mondiale du Stenopy. Et la journée mondiale du Stenopy existe maintenant depuis 2001. Donc, depuis 2001 que cette fameuse journée mondiale-là a été nommée. Donc, on va s'en reparler peut-être tantôt aussi là, à la fin de l'épisode. C'est qui a commencé ça, la journée mondiale du Stenopy? Écoute, je n'ai pas vraiment trouvé qui est derrière ça. Le site web du World Wide Pinhole Day n'est pas très, très avare d'informations à ce sujet-là. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est que ça a commencé là, en 2001. OK. Ben, peut-être notre invité qui est curieux ici. Oui. On était 4, Greg Camp, moi-même, Jean Daubas et qui venait du Japon. Et on a construit ça en l'espace de 6 mois en se parlant par l'Internet. Excellent. Et ça a été un succès, un franc succès. Et ça continue depuis 2001, donc bravo d'avoir parti ça, c'est vraiment génial. Ouais. Ben, merci beaucoup, Daniel, là, de nous avoir... voyons, pas Daniel, Gaétan, excusez-moi. Oui, puis on va continuer à parler de Stenopy aussi tantôt après la causerie avec Daniel et Guy. Merci, Gaétan. Alors, Daniel, je te passe la parole pour parler avec notre invité de ce soir, M. Guy Glorieux. Merci beaucoup, François. Bien, Guy, merci d'avoir accepté l'invitation. J'en suis vraiment très, très heureux. On se connaît quand même depuis un bon moment, tous les deux. Et puis, Guy Glorieux, je vous fais une petite présentation. Je ne suis pas certain si Guy a vraiment besoin de présentation tant que ça, mais il y a des choses qu'on ne connaît pas toujours de Guy. Comment la photographie commence pour Guy? Il avait 8 ou 9 ans initialement, Guy, lorsqu'il devient... il rencontre un peu la photographie à ce moment-là. Vous allez m'excuser 2 minutes parce que je fais 2 choses en même temps, puis ça va vous faire rigoler, c'est la 2e fois, mais je regarde un peu la technique, mon partage d'écran et tout ça, ce que François faisait toujours pour moi à l'époque. Et puis là, j'ai l'impression que je suis moins bon. Alors, je vais vous demander d'être un peu conciliant. Et Gaétan, de ne pas trop rire de moi, s'il te plaît. Moi, ça y est.
Donnez-moi Daniel, on est là avec toi, tu es capable, regarde, c'est pas compliqué. Vous êtes fin, merci beaucoup. Je vais y arriver. J'ai quand même eu un pas trop pire professeur. Ouais, mais là, faut que tu trouves ce que tu veux nous montrer. Oui, mais c'est là-dessus que je suis présentement. Ben, peut-être que tu vas aller dans ton aperçu. C'est-tu là-dedans que sont tes photos? C'est à côté du zoom, là, juste à gauche. Je cherche mon zoom, tu sauras, mon cher. Okay. Parce que là, tu es en train de partager l'écran avec nous. T'sais. Ah bon, en plus de surcroît, fait que vous voyez toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure, c'est ça? C'est ce que tu fais. Là, Guy va rire de moi, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh non, j'ai des choses bien pires qui m'arrivent. Daniel, si tu as déjà ouvert tes photos, ils sont déjà dans l'aperçu. Fait que l'aperçu, c'est l'icône juste à côté de ton zoom. Voilà. Est-ce qu'on est dedans? Bravo. On est dedans, je pense. Okay, on est dedans, on voit ça. Bon. Alors, Guy commence la photographie à l'âge de 8-9 ans environ. Et compte tenu beaucoup de l'intérêt de ses parents, qui faisaient de la photographie pour des raisons de souvenirs un peu et tout ça, comme bien des gens faisaient à l'époque, mais quand même pas tout le monde. Et il tombe instantanément amoureux de ce médium-là. Et il fait le choix de s'acheter un premier kit d'appareil photo, chambre noire, un truc Argus, comme on le voit présentement à l'écran. Et commence à s'y intéresser. Il me disait en rencontre pré-entrevue qu'il y avait une infiltration de lumière incroyable à ce moment-là quand il essayait de faire des images avec tout ça. Et c'est là que tout ça commence. Bien sûr, quand bien des gens, il fait des choix de vie qui sont peut-être un peu différents de la photographie, même si cette passion-là est omniprésente pour lui. Et il fait le choix de faire une carrière comme économiste. Guy étudie en économie à l'université. Il obtient une maîtrise en économie. Il a une carrière assez importante dans ce domaine-là, qui lui permet un jour une certaine, on peut dire, liberté financière. Guy, tu me corrigeras si je me trompe, et qui lui permet de se consacrer essentiellement à la photographie, qui est sa passion première. Oui, absolument. Là, on voit la première caméra que j'ai eue. Elle a duré à peu près une semaine parce que j'ai pilé sur une plaque de glace et la caméra a volé et ça a été la fin de cette belle caméra. Mais par la suite, il y en a eu beaucoup d'autres et éventuellement, j'ai été amené à me désintéresser des caméras modernes en faveur des caméras plus anciennes parce qu'il y avait un rendu plus doux, un rendu... les caméras modernes, c'est le groupe F64, là, pour ceux qui connaissent un peu, qui ont prôné le maximum de netteté sur les photos, à tel point que maintenant les lentilles photo sont d'une pureté telle que ça dépasse la capacité de l'œil humain. Moi, j'ai été dans le sens inverse, j'ai remonté le temps. Je me suis équipé avec des caméras du début du siècle et éventuellement, j'ai laissé tomber l'objectif de ces caméras pour les remplacer par un trou d'épingle, un sténopé. Et ça a été... Oui, c'est vers 1997 que je crois que tu as fait le choix de faire un retour assez important à la photographie, d'ailleurs, de te consacrer essentiellement à la photographie et totalement à la photographie, j'ai envie de dire. Essentiellement et presque fait, mais totalement à la photographie où toute ta vie s'oriente vers ta production artistique. Oui, et puis là encore, c'est beaucoup d'expérimentation. Le sténopé, je l'ai découvert un peu par hasard à Toronto.
un médium, enfin une réunion de photographes. Et il y avait le photographe Ilan Wolf qui était là, qui lui se spécialise dans les photographies de très grand format. Et j'ai été absolument emballé par cette approche. Et par la suite, j'ai appris qu'il y avait un Chinois qui avait décidé, avec l'appui du gouvernement, bien sûr, de s'installer dans une des salles de la Grande Muraille de Chine pour faire du sténopé. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, nous, au Québec, on est capable de faire pareil. Alors, je me suis installé dans une chambre d'hôtel, l'hôtel Méridien, pour faire une photo de 12 pieds par un sténopé de 8 pieds par 12 pieds, en 3 panneaux. Je ne sais pas si tu la vois, Daniel, Oui, mais... on l'a un peu plus loin dans les faits, dans notre ah oui. salon. Comme je te disais, je ne suis pas le premier technicien comme tel, Ah. parce que dans l'ordre que j'ai mis les photographies, Guy, on a, bon, je pense qu'on a cette image-là. On a cette Ouais. image aussi de toi qui travaille avec une de tes premières caméras. Mais c'est de cette image-là dont tu nous parles. Oui, c'est Ces ça. images-là, plutôt, je devrais dire. C'est ça. Et cette image a une particularité d'être un positif, alors que le principe du sténopé, c'est de nous donner des images en négatif de la même façon qu'une caméra traditionnelle donne un film en négatif. Et donc, ici, j'ai fait par tirage émulsion sur émulsion, j'ai fait un positif 8 pieds par 12 pieds. C'est une gageure qui m'a demandé beaucoup d'essais, d'efforts, mais ça donne cette image-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus, Guy, pour arriver à une image comme celle-là, positif, positif? Oh, bien, écoute, c'est tout simplement, on met sur le plancher le papier non exposé, on met humide, on met le négatif par-dessus humide aussi, on passe un squeegee de façon à ce que les deux émulsions soient bien collées ensemble et on inonde de lumière pendant une certaine période de temps, je ne me rappelle plus exactement, mais la lumière passant à travers le négatif papier imprime le papier non exposé sur le plancher. J'ai fait ça une fois, je ne le recommencerai pas à cause de la complexité du procédé. Je ne rentrerai pas dans les détails de toutes les difficultés qu'on a eues, mais pour ceux qui font du développement papier encore, du développement argentique, les papiers contiennent un révélateur intégré dans le papier, de sorte que pendant que je faisais l'exposition émulsion contre émulsion, le papier non exposé commençait déjà à se développer et donc je n'avais aucun contrôle sur ça. Ça m'a pris beaucoup de temps à découvrir qu'a été la nature du problème. Des coups de téléphone à Londres chez les fournisseurs de papier. Mais voilà ce que ça a donné. Et il y a une copie de ça qui est au Centre canadien d'architecture, dans leurs archives. Guy, tu nous parles des difficultés que tu as eues à réaliser ces œuvres-là, puis je le comprends. Je ne suis pas certain que dans mon cas, elles existeraient ou je crois que je ne serais pas là pour en parler parce que j'aurais probablement pété une coche. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà de ces difficultés-là, dans la réalisation des grands sténopés comme ça, tu as choisi de persévérer parce qu'on s'entend pour dire que c'est un point de départ, mais ça ne s'est pas arrêté là du tout, là.
Ah oui, c'est magique, hein. C'est vraiment, je pense, la magie du le sténopé est magique. Quand on voit des grandes photos de très grand format, euh, tout près, on constate qu'il y a une quantité incroyable de détails. On peut pratiquement voir dans les chambres ou dans les fenêtres des bureaux. Tout ça à travers, avec un simple petit trou d'épingle, 2 millimètres. Mais il y a aussi tout l'aspect de camaraderie. Euh, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Alain Lefort comme assistant. Il m'a aidé énormément. Il m'a empêché de faire des bourdes périodiquement et je lui en suis éminemment reconnaissant. Mais ça a été une forme de créer une belle amitié entre lui et moi. Guy, Alain Lefort, je sais qu'il est présent ce soir. J'ai vu sa binette tout à l'heure. Et tu nous parles de la complicité et tout ça. Est-ce que tu nous permets de lui demander comment lui a vécu ça? Ah ben oui, absolument, oui. J'espère qu'il sera franc et honnête. Je m'en charge, je te le promets. Alors, Alain, comment as-tu vécu ton rôle d'assistant à Guy Glorieux dans la réalisation de ces projets-là? Ils sont assez fous. Alain, si tu peux activer ton micro, tu devrais pouvoir activer ton micro pour parler si tu es là. Est-il là? Merde, il s'est endormi. J'ai trouvé. Oui, voilà. Me voici. On m'entend? Ouais. Bonsoir, Alain. OK. Cool. Je suis sur mon téléphone ce soir. C'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Fait que oui, ce fut très, très belle, une grande expérience de travailler avec Guy. C'est particulier quand même de travailler avec quelqu'un comme ça parce que on aurait tendance à croire que faire des œuvres de cette dimension demande quand même une rigueur très rigide, ce qu'on avait naturellement, mais ce qui était merveilleux, en particulier avec Guy, c'est cette ouverture, finalement, d'être prêt de rebondir à chaque petit panicroche problème qu'on avait. On n'était jamais à court de solutions par rapport au problème. Donc, bien des gens auraient abandonné bien avant. Et je pense que ça, c'est tout en son honneur. Lui a cette persévérance et ce désir de créativité qui était toujours présent. Merci beaucoup, Alain. J'ai fait un corpus d'une trentaine, 25-30 images de très grand format. Et là, je pense que j'ai fait ma contribution au sténopé grand format à Montréal. À l'extérieur de Montréal, c'est beaucoup trop compliqué comme l'organisation pour faire ça. Guy, je présente cette image-là, puis j'aimerais bien que tu la commentes. On a quelques images qui parlent un peu de ton travail parce que on connaît un peu la technique. Bon, on ne connaît pas la technique, mais on connaît le principe du sténopé, qui est un tout petit trou d'une taille très précise en fonction de la longueur focale et tout ça. Mais toi, tu as fait le choix de travailler assez grand, même de façon très, très, très grand, en utilisant différents endroits, des lieux où tu choisissais de créer, de transformer en caméra obscura et de pouvoir réaliser des images sténopées grand format, des positifs directs, des œuvres qui étaient uniques dans les faits. Puis cette photographie-là, je pense, elle nous parle un peu de ce travail-là que tu as fait. J'aimerais que tu puisses la commenter, s'il te plaît. Oui, écoute, j'étais au dernier étage de l'édifice Wilder, qui aujourd'hui a été complètement rénové pour devenir
un lieu dédié à la danse moderne et tout ça. L'édifice était fermé. J'ai réussi à y rentrer quand même pendant une semaine. J'ai obtenu les autorisations et je suis allé au dernier étage où il y avait des espaces très grands, vides essentiellement. Et j'ai fermé toutes les fenêtres. Et il y en avait beaucoup. Et sur une fenêtre, j'ai percé un petit trou qui a permis à la lumière de rentrer et de former une image sur le mur. Un peu comme les boîtes de carton qu'on utilise durant les éclipses pour voir le soleil se montrer dans le fond de la boîte de carton avec un petit trou. Là, c'était magique. Ce paysage, c'est le musée d'art contemporain à l'envers, parce que la formation de l'image est à l'envers. Toute la pièce était couverte par des, des éléments du paysage extérieur. Sur le plafond, on voyait des petites autos qui roulaient parce que on voyait une partie de la rue Jeanne-Mance. C'était phénoménal, c'était absolument magnifique. Et donc, il y a une chaise là pour indiquer que le sens positif, le sens normal des choses, c'est la tête, les pieds au sol et l'image se forme à l'envers sur le mur. Ouais, ce que les gens qui travaillent en appareil photo en grand format connaissent déjà un peu d'ailleurs. Ouais. En réalité, mais c'est pas tout le monde qui voit nécessairement ça. Je pense un peu cette image-là que j'ai malheureusement mal arrangée, mais on parle davantage des tests relatifs avant la réalisation d'une image comme ça, parce qu'on est habitué aujourd'hui où on a une technologie qui nous permet de travailler très rapidement. On prend un appareil photo, on a un posemètre intégré à l'intérieur de l'appareil photographique, on a différentes fonctions automatiques, puis on fait la photographie et elle est correctement exposée. Là, on parle du principe du sténopé, du sténopé grand format. J'imagine que la réalisation d'une œuvre comme ça, c'est quelque chose qui est très coûteux et qui demande beaucoup de calculs préalablement. Alors, j'aimerais que tu nous commentes un peu cet aspect-là, ou ce processus-là, s'il te plaît. Ici, on est dans la phase du développement de la feuille de papier exposée. C'était la première expérience et je ne savais pas comment on peut développer en faisant le principe de rouler-dérouler. Alors là, j'ai construit une immense bassine de 5 pieds par 10 pieds à partir de 2 par 4. J'ai mis du plastique étanche à l'intérieur et j'ai versé 100 litres de révélateur dans un bassin, puis en arrière-plan, on voit le bassin de fixatif. Et donc, là, ici, sur la droite en haut, on voit le développement d'image dans le bassin de révélateur. C'était magique, là encore, parce que l'image a commencé à se former sur le papier. On voyait ça apparaître à la longueur du papier. En bas à droite, à gauche, c'est pour faire des tests d'impression pour arriver avec l'image en positif. Et à droite, c'est moi avec l'image en négatif le triptyque de 12 pieds par 8 pieds. Je regarde ça, Guy, puis tu me parles de 100 litres de révélateur et bien sûr, les autres produits viennent avec.
je crois que je ne te demanderai pas combien ça coûtait faire tout ça. Non, mais c'est coûteux. Heureusement, j'ai les ressources financières de ma carrière d'économiste qui me permettent de faire ça, encore que ça me nuise. Mais ce qui a été particulièrement confrontant, c'est pas tellement de remplir le bassin que de le vider, parce que il y avait à peu près 2 centimètres de profondeur de liquide. Essayer de vider un bassin de 5 pieds par 10 pieds et enlever 100 litres de liquide, c'est toute une aventure. Bon, ouais, et ça, c'est un autre aspect de la pièce où j'étais avec ma table de travail. Et on voit sur un mur une image. Au plafond, on voit d'autres formations d'images. Et sur l'écran, c'est évidemment l'inverse, la dimension inversée de ce qui se passe à l'extérieur. Comment cette image-là est projetée sur le plafond et sur l'écran? Ce qu'il y a avec le sténopé, c'est que tout l'espace est occupé par l'image. Alors, en quelques points de la pièce qu'on se situe, si on prend une feuille de papier, on va avoir une image qui sera toujours nette, et cette image, elle couvre le plancher, elle couvre le plafond, elle couvre les murs. Dans une caméra, avec lentille, il y a le même phénomène qui se produit, mais il est bien contrôlé pour avoir une image sur un format 35 mm ou bien 2 écarts par 2 écarts. Tout le reste étant mis de côté par des surfaces noires à l'intérieur de la caméra. Mais c'est le même phénomène. Et vous pouvez faire la même chose dans votre salon en fermant avec du papier opaque ou autre les fenêtres, percer un petit trou, et vous allez voir que au plafond, il y a des choses qui se passent, les voitures qui se promènent, les passants qui déambulent. Et sur le plancher, vous allez voir les nuages qui se promènent dans le ciel. On te voit ici à l'œuvre, il y a quelques années, avec une épreuve. Écoute, quand on regarde les autres épreuves qu'on a vues avant, on pourrait dire une petite épreuve. Ben, c'est une grande épreuve qui a été roulée et déroulée pour donner la mesure de l'image. Ce qu'il y a de magnifique ou merveilleux, de magique avec ces images, c'est que elles sont inversées. Alors, tout ce qui est sombre devient, tout ce qui est clair devient sombre, et tout ce qui est sombre devient clair. Les fenêtres de jour sont habituellement sombres parce qu'il n'y a pas de raison d'éclairer. Mais avec ce procédé, l'image en négatif, toutes les fenêtres sont illuminées. Donc, on a un paysage où tout est illuminé comme s'il y avait une fête au village dans toutes les maisons et dans tous les édifices. C'est magique, là encore.
Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ton dernier livre, Guy, qu'on a présenté il y a quelques mois ici. Cet intérêt-là pour l'image négative, est-ce que je peux me permettre de te demander pourquoi c'est quelque chose qui t'intéresse autant? J'ai vu des œuvres qui ont été faites il y a très longtemps en Inde par un médecin qui faisait de la photographie et qui a principalement fait des négatifs papier. Et j'ai trouvé que ces négatifs papier avaient quelque chose pour moi de très séduisant. Alors j'ai commencé à expérimenter avec le négatif papier sur une base beaucoup plus petite, 4 par 5, puis ensuite augmenter à 8 par 10, 11 par 14, et éventuellement, on a vu tout à l'heure j'étais en train de jouer avec une malle de voyage sur le toit de ma voiture et non content de ça, ben, j'ai été m'installer dans des chambres d'hôtel ou dans des grandes pièces pour faire. C'est, je pense, de la mégalomanie, hein. Soyons honnêtes. Mais je crois que je suis le seul au Québec à avoir fait un corpus d'images aussi persistant sur les points iconiques de la ville de Montréal. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est une image de la ville au début du 21e siècle. Et comme on l'espère que ça va durer quelques années encore, pour ceux qui font des recherches sur la ville, ce sera des références intéressantes. Une part de ton intérêt, de ta préoccupation ou vraiment de ton intérêt est documentaire en ce sens? Oh, absolument, oui, absolument. Je choisis les lieux en fonction de l'intérêt iconique et ensuite je me retourne pour voir s'il y a un endroit où je peux m'installer avec une pièce ou bien s'il faut que je construise une tente comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour faire l'image. Bon. Mission localisée Wilder ou c'est... Oui. Bon, j'ai mis les différents triptyques que j'avais créés dans cet édifice Wilder. Toutes les pièces étaient vides, il y avait plus rien. Donc j'ai pu accrocher ces triptyques sur les murs pour donner la mesure de ce que j'avais créé. On arrive un peu à quelques sténopées que j'ai choisi de mettre, Guy, sans trop te demander préalablement. Mais beaucoup de sténopées en négatif qui donnent l'impression qu'on n'est pas en plein jour, on est en pleine nuit. Oui. Et cette impression-là d'être en photographie de nuit me disait, mais il y a peut-être quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui appartient à Guy Glorieux au niveau d'un intérêt pour ce type d'image-là qui nous donne l'impression que nous sommes en pleine nuit, alors que dans les films, nous sommes en plein jour au moment de la prise de vue? Oh, ben, je dirais que quand j'étais petit cul, je partais avec ma caméra de nuit en catimini sans que mes parents le sachent et j'allais photographier dans le parc tout près ce que je pouvais. Je suis passionné par la nuit parce que c'est un lieu de tous les mystères. Et donc, le négatif papier ici donne cette impression que c'est la nuit.
qu'on est dans un lieu étrange avec un ciel totalement noir, mais la pompe à essence luisant d'une sorte de luminosité interne plutôt que d'être éclairé par des projecteurs extérieurs. C'est toujours, la lumière vient de l'intérieur et non pas projetée par des projecteurs extérieurs. Ici, c'est à Saint-Hilaire. Ah, ici, c'est une vue de mon balcon sur la rue Saint-Hubert. On est en plein été, mais les arbres ont l'air couverts de neige. Il y a une voiture qui a été là stationnée pendant une partie du temps, mais elle est partie de sorte que ce qu'il y avait à la place des feuilles mortes se sont matérialisées sur l'image. Donc il y a une double exposition dans ce cas-là. Une image comme celle-là, Guy, requiert, parce que c'est un tout petit trou. Je ne connais pas la taille de l'image originale, mais on parle de combien de temps d'exposition environ? La grande image, ça peut, selon la lumière extérieure, ça peut aller jusqu'à 1 heure de temps d'exposition. Ça, c'est une image qui a été créée avec ma malle de voyage, donc plus petite. C'était peut-être 20 minutes, 30 minutes de temps d'exposition. Et ce qui est remarquable, c'est que tout ce qui est mobile durant l'exposition n'est pas suffisamment exposé pour apparaître sur l'image. Donc, les rues sont vides, il n'y a pas de passants, il n'y a pas de voitures autres que celles qui sont stationnées. C'est un peu une ville après une période de désastre, si on veut. C'est presque d'actualité, Guy. Oui. Ah ben, ici, c'est le CCA, l'édifice Chauncey, cher à Madame Lambert. Et je suis assez content de cette photo. Là encore, ça a été fait avec ma malle sur le toit de ma voiture, stationnée sur le bord du chemin. C'était un dimanche matin, il n'y avait pas trop de passants pour s'inquiéter de ma sanité et de ce que je pouvais bien faire avec une malle sur le toit de ma voiture. Il y en a qui m'auraient conduit dans un lieu de traitement pour les gens ayant des problèmes psychiques. Ils n'auraient peut-être pas eu tort, hein, parce qu'il faut avoir l'esprit un peu hors des sentiers battus pour poursuivre tout ce travail-là. Ben, tu nous parles de ça, Guy. Je regarde ça comme étant un travail colossal. Tu connais un peu mon travail photographique qui est beaucoup Oui. De l'ordre de l'instantané avec un petit appareil la plupart du temps. Oui. Et je regarde ça, on est aux opposés. Oui. Au niveau de l'approche, la réalisation d'une photographie de ce type-là, de grand format, que tu réalises à un moment donné, puis il y a certaines images qui viennent, que tu fais à partir de chambres d'hôtel, ça doit être très long comme processus. Oui, mais je ne fais pas ça tout seul, hein. J'ai eu tout du long l'appui formidable de Alain Lefort et d'autres de ses collègues qui sont venus à la rescousse pour
fermer obscurcir les fenêtres, ou bien construire des tentes opaques. Mon fils est venu à quelques occasions pour donner un coup de main. Il avait beaucoup aimé l'expérience. Oui, c'est tout un travail. Une fois qu'on a identifié le lieu et qu'on a négocié un prix pour la location de la chambre, ça prend à peu près 5 jours pour faire une grande photo, 5 à 6 jours. Le premier jour, on fait l'installation des lieux. Le deuxième jour, troisième jour, on fait des tests de temps d'exposition. Si tout va bien, le quatrième jour, on fait l'image finale et le cinquième jour, on démonte. Si ça va pas bien, parce que brusquement, il y a des orages qui se mettent de la partie, ben, ça peut prendre 1 ou 2 journées supplémentaires pour refaire des tests d'exposition. Je regarde cette image-là, Guy, qui nous amène, qui personnellement m'interroge parce que tout est inversé, hein, avec le COP. Tout est inversé avec en très, très, très mauvais français, j'ai envie de te dire upside down. Je regarde le pont Jacques-Cartier. Bon, on a l'impression que la rive sud est devenue la rive nord et tout ça. Les noirs sont les blancs sont les noirs. J'ai envie de te demander, est-ce que tu as du plaisir à un peu remettre en question ce qu'on croit qui devrait toujours être là? Oh, ben, j'aime remettre en question les choses établies. Une des raisons pour laquelle ça me plaît de faire ces photos-là, c'est que ça amène les gens à reconnaître des lieux et dire, mais ça marche pas, il y a quelque chose qui cloche dans cette image et on essaye de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, il suffit de prendre un miroir et de regarder l'image dans le miroir et tout redevient à sa place. Mais dans mon livre, on peut faire ça avec les images, regarder les images dans un miroir et on verra qu'elles sont toutes parfaitement du bon côté. Ici, moi, j'aime justement, ça oblige à remettre en question les a priori que tout est stable et le pont Jacques-Cartier va toujours être au sud de la Molson et la Molson, ici on a le stade olympique, ben, il est à l'envers lui aussi. Quelle idée. J'en ai proposé, j'ai contacté Taïbert là, pour essayer de l'intéresser à cette image. J'ai même pas eu de réponse. Ça va du passé pour lui. Il avait fait son coup d'argent, probablement. Mais surtout voir son projet auquel il tient tant, qui est la réalisation ultime de sa carrière d'architecte, le voir à l'envers. C'est quoi ça? Tu sembles en être très heureux. Oui. C'est une des images que tu as réalisées que j'aime beaucoup. D'une part de la ville qui est... On se demande où on reconnaît l'endroit, mais il y a quelque chose dans cette image-là, dans sa composition, dans sa droiture aussi, parce que de ce que je vois de cette technique-là, de cette approche-là, ce sont des images de très grand format que tu as réalisées, là. Puis parfois en travaillant beaucoup avec un angle de prise de vue qui est assez large, mais on n'a pas de distorsion dans ton travail.
Oui, c'est ça ce qui est particulier avec le sténopé, c'est que alors que la lumière qui rentre dans une lentille est courbée pour arriver au point de focalisation, la lumière qui rentre à travers le sténopé, elle s'en va droit jusqu'au point de chute sur le papier. Donc, il y a pas de distorsion dans les rayons de lumière. Il y a évidemment du vignettage. Alors, il faut compenser durant l'exposition pour la perte de lumière aux extrémités. Mais l'image n'a pas cette distorsion qu'on voit souvent sur les panoramiques où il y a une forme ovale ou semi-circulaire. Ici, tout est droit. T'en es venu un jour à quelques images, puis les images que je vais présenter ne sont pas toutes les images qu'on a convenues préalablement, mais ça, c'est ma surprise. À utiliser un autre type de révélateur pour donner une impression, enfin, peut-être pour créer un pont dans le temps, c'est comme ça que je l'interprète, entre des images modernes et peut-être une technologie qui était un peu plus ancestrale. Donc le révélateur lithographique. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Ben, là encore, c'est une autre technique que j'ai appris auprès d'un grand maître, Tim Rudman, qui est le grand maître de cette technique. Là encore, c'est une absurdité. On travaille avec du révélateur qui est complètement oxydé. Il faut s'assurer qu'il soit complètement oxydé et on développe du papier dans du révélateur oxydé, ce qui donne des résultats un peu comme ça. Il faut surexposer le papier pendant longtemps et lorsque l'image commence à apparaître après 10 minutes dans le révélateur oxydé, elle apparaît très très vite et il faut la sortir très rapidement du révélateur, sinon elle devient noire. Alors là, ici, il y a encore tout un travail de chambre noire qui me plaît. Moi, j'appelle ça, tout ce corpus-là, la mémoire du futur, que dans le futur, lorsque les gens verront ces images-là, ils diront « Ah ben tiens, c'est à ça que ressemblait la ville de Montréal », tout comme lorsqu'on regarde des images du siècle dernier de la ville de Montréal, on a l'impression que c'est le passé qui nous remonte à la figure. Mais là, j'ai créé le passé tout de suite, hein, avec la couleur sépia. Guy, tu as une feuille de route impressionnante exposée au musée McCord très rapidement, compte tenu de l'importance de ton œuvre. Tu es toujours un grand amoureux de la photographie. J'ai la chance de te compter parmi mes amis. Quels sont tes désirs ou de quoi as-tu envie aujourd'hui après autant d'années de photographie? Où t'en es rendu? Ben, c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment réfléchi, Daniel, parce que actuellement, je travaille sur un deuxième livre qui est le tome 2 de cette rétrospective de mon travail dans lequel on regarde les choses qui ne sont pas du sténopé, les photos qui ne sont pas du sténopé. Ça m'occupe beaucoup actuellement.
Quand j'aurai fini ça, ben, je vais m'arrêter, prendre un café et réfléchir un peu à où est-ce que je veux aller. Mais j'ai pas d'idée précise. Je suis intéressé beaucoup par les procédés anciens. Euh, il y a des images très très belles qui sont réalisées par. Il y a un photographe à Sherbrooke qui est spécialisé dans les procédés anciens. Et puis. Je crois qu'il nous écoute ce soir, qu'il est présent. Ah, eh bien, je le salue. Je suis vraiment beaucoup d'admiration pour ce travail et qui a exigé, bien sûr, beaucoup d'années de pratique et d'expérimentation. Tout comme mes sténopées, ça a été réalisé sur une période de. J'ai commencé en 2000, après la journée mondiale du sténopé. Alors donc, ça fait une vingtaine d'années que je fais ces choses-là. Et j'ai une meilleure maîtrise du procédé. Mais je suis toujours content d'avoir Alain avec moi pour me remettre dans le droit chemin lorsque j'ai tendance à errer dans mes pratiques. Alain Lefort, Guy, que je remercie. Je te remercie d'avoir été présent ce soir, d'avoir parlé de tout ça, parce que le sténopé, c'est pas quelque chose qu'on connaît en profondeur. C'est pas tout le monde qui a fait ça, qui a réalisé une œuvre aussi importante, colossale, mais surtout aussi sensible que celle que tu as réalisée à date. Tu sais que je suis un admirateur de ton œuvre, là. Alors, merci beaucoup de ta présence. Merci Alain Lefort d'avoir été présent aussi pour ton court commentaire sur ta réalité d'assistant de Guy Glorieux. S'il y a autre chose qui ne se disait pas en ligne, on s'en parlera en dehors. Je rigole. Et moi, si tu me permets, je ne veux pas te couper, mais je vous remercie chaleureusement et beaucoup, toi, François et Gaëtan, de m'avoir invité à ce jeudi, même si c'est le jour du poisson d'avril. Ça ne me déplaît pas. Oui, je pense que Gaëtan a une question pour toi de la part d'un de nos participants. Vas-y donc, Gaëtan. Oui, c'est une question que je pense qui va en intéresser plusieurs. On aimerait savoir, c'est une question de Émeric, on aimerait savoir s'il y a des expos de prévus. On sait qu'en discussion COVID, c'est un peu difficile, là, mais est-ce qu'il y a des expos de prévus à moyen ou long terme? Actuellement, non, parce que ces photos ont déjà été, ces sténopées ont déjà été exposées pendant 3 mois au musée McCord. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont défilé pour les voir. Et j'hésite toujours à reprendre des œuvres que j'ai exposées une fois pour les exposer dans une deuxième fois. Mais en même temps, j'ai beaucoup d'envie de refaire une exposition avec ces œuvres-là. Bon, j'ai fait d'autres expositions, d'autres œuvres, mais celle-là, c'est vraiment l'élément le plus saillant de ma carrière de photographe. Bon, ben, alors, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Ben, Monsieur Guy Glorieux, moi, je vous remercie personnellement beaucoup. C'est un honneur de vous avoir ce soir à notre émission. Moi, c'est ce qui me fait plaisir là, avec les jeudis de la photographie, c'est qu'on reçoit là, des photographes de votre calibre là, pour que vous puissiez nous présenter votre œuvre, qui est quand même incroyable. Là, puis aussi, je sais qu'il y a des personnes plus jeunes qui apprennent à propos de votre technique, là, des choses. Fait que c'est vraiment intéressant. Là. Moi, cette semaine, je donnais des cours à des jeunes du cégep, je leur expliquais le principe du sténopé. Je leur ai dit d'écouter ce soir, là, voir s'ils peuvent en apprendre quelque chose.
Fait que je voudrais vous remercier. Monsieur Gaétan, as-tu un petit mot pour la fin ou Daniel, un petit mot pour le même petit mot que d'habitude. Alors, si vous ne faites pas partie du groupe Facebook des Jeudis de la photographie, mais let's go, on vous attend. Les nouvelles, ça se passe là-dessus. Vous allez être avisé de tous les prochains invités et tout. Donc, venez faire votre petit tour sur le groupe Facebook des Jeudis de la photographie. Et voilà, quel vendeur. Et j'aurai aussi, pour le prochain épisode, j'en dis pas trop, mais j'aurai une surprise pour vous. Ah ouais, OK. Tu parles bien, toi, Gaëtan. Je pense que c'est un vendeur de caméras, toi. Ça se peut-tu? Ça doit, hein? Daniel, as-tu quelque chose à nous dire? Tu pourrais peut-être nous dire notre invité le mois prochain, est-ce qu'on le sait? Oui, mais moi, je voulais vous dire que la photographie, ça s'arrête pour moi ce soir. J'ai mes deux Leica M6 à vendre pour 500 $, les deux. T'as dit que tu nous donnais. Poisson d'avril, excusez-moi. Okay. Alors, on revient. Je voulais juste vous dire que le mois prochain, nous aurons Chloé Beaulac qui a accepté d'être notre invitée. J'ai parlé de Chloé le mois dernier parce qu'elle faisait l'objet d'un article dans Ciel variable. Alors, je crois que ça va être extrêmement intéressant. C'est une approche complètement différente. Puis c'est ce qu'il y a de beau, je crois, à l'intérieur de tout ça. Et c'est tout pour le reste. On se revoit le premier jeudi du mois prochain, tout le monde ensemble. Et après ça, nous aurons, parce que je le dis immédiatement, compte tenu que Guy en a fait mention, nous aurons aussi René Bolduc en juin avec tout son travail au niveau du collodion humide. Ah, absolument. Puis avec René, c'est passionnant. J'ai déjà mis sur la page des Jeudis de la photographie une vidéo que j'ai faite avec René Bolduc, là, un après-midi avec René Bolduc où on voit comment il travaille. Fait que vous pouvez aller voir ça. Je l'ai mis sur la page il y a quelques semaines. Ouais, sur ta chaîne YouTube aussi, François. Sur ma page YouTube, elle est là. Je peux remettre le lien si ça vous intéresse. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie, M. Glorieux, là, de participer. Aussi, l'émission est enregistrée. Là, alors, probablement que demain, ça va être sur le channel YouTube. Là, je ne sais pas trop, le post YouTube des Jeudis de la photographie. Mais je vais mettre le lien là, sur la page Facebook. Oui. Puis j'ai un petit dernier mot, François, à dire. On ne l'a pas nommé non plus, mais je souligne ce soir la présence de Pierre Tousignan, qui est l'artisan du dernier volume, du dernier livre photographique réalisé par notre ami Guy ce soir, et qui est également l'artisan du prochain livre à venir, donc le tome 2 du travail de Guy Glorieux. Bon, mais c'est intéressant. On commence à avoir des gens vraiment intéressants. Là. Il n'y a pas juste toi, puis moi, puis Gaétan. Merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée. Ouais, merci beaucoup tout le monde, puis on se voit le mois prochain. Bye-bye. Bye-bye. Bye, merci. Merci, bye. Joyeuse Pâques. Toi aussi, bye.